Après l'installation de Facebook et des premiers réseaux sociaux il y a une petite quinzaine d'années, l'évolution la plus notable, en fait, c'est l'arrivée de stratégies commerciales qui se basent sur des algorithmes addictifs. Que je prenne les images dans Instagram, Snapchat et encore plus récemment TikTok. Tout ça est basé sur des algorithmes qui sollicitent à longueur de temps les adolescents et qui sollicitent une exposition finalement financiarisée de ce que eux prennent comme le fait d'être populaire ou d'être reconnu dans leur cercle de socialisation. On va dire, ces processus-là étaient quand même moins automatisés, moins agressifs au démarrage du Web 2.0 et des réseaux sociaux. Là, en plus, ils sont soutenus par des logiques commerciales des grandes plateformes. Amazon, mais aussi Vinted, etc., qui aussi les sollicitent en tant que consommateurs. Et je vous passe les algorithmes tout aussi addictifs des plateformes vidéo. Donc on est face à une forme de financiarisation de la consommation, particulièrement de la consommation d'images sur Internet, qui aujourd'hui doit absolument être pris en compte. L'analyse du message sur Internet n'est plus à décorréler de l'analyse des supports et des modèles économiques des algorithmes qui se diffusent aujourd'hui largement. On a vraiment identifié dans nos derniers travaux que le phénomène le plus marquant, c'était l'identification de cette espèce de lâcher-prise sur plusieurs décennies des parents vis-à-vis de l'accompagnement, hein, pas uniquement du contrôle, mais de l'accompagnement des jeunes dans leurs pratiques numériques. Ce que nous a appris finalement le confinement, c'est que ce dessaisissement parental vis-à-vis du numérique que nous, on avait identifié dans des familles plutôt vulnérables, dans des quartiers plutôt populaires, etc., touche tout le monde, que c'est finalement très difficile quand on a 3 ados à la maison et qu'on vient de se mettre en télétravail, etc., d'avoir une stratégie éducative, pas uniquement coercitive, mais qui permette de les accompagner dans la construction de pratiques numériques, on va dire, citoyennes, responsables, etc. Et donc si cet objectif-là est vraiment l'objectif prioritaire, ça sous-entend qu'on a besoin d'une mobilisation globale et coordonnée. Quand je dis globale, il ne s'agit pas de mobiliser les enseignants tout seuls, les animateurs de l'éducation populaire tout seuls, les éducateurs de l'éducation spécialisée tout seuls, les élus, les parents d'élèves, etc. tout seuls. Il faut vraiment avoir des dispositifs d'intermédiation en sachant que ce qu'on avait démontré, c'est que globalement, la lutte contre les inégalités éducatives qui génèrent donc tous ces comportements inadaptés, déviants, etc., particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est une proposition d'offre de médiation numérique, d'offre d'accompagnement citoyen en fait au numérique, qui est saisi ou non par les familles. Et si on a une offre pour tout le monde qui s'articule autour de l'école, mais qui dépasse largement l'école, eh bien, on va aussi se retrouver avec une offre qui va toucher les plus vulnérables. Je pointe des choses qui se font depuis des années et des années dans l'éducation aux médias, mais aussi, on va dire, dans l'accompagnement aux cultures numériques, par le mouvement des Fab Labs, par tout un tas d'autres dispositifs numériques. Il est grand temps que tout ça s'articule pour qu'il y ait un ressaisissement éducatif global qui nous mène aussi vers un numérique désirable, un numérique responsable, un numérique, comment dire, écologique aussi. Enfin, il y a quelque chose là de l'ordre de, si on ne passe pas par l'éducation globale aux questions numériques, y compris les usages, et ben ce numérique
comment dire, désirable, on ne le construira jamais. Donc il y a quelque chose là de vraiment fondamental aujourd'hui, avec le levier finalement de la prise de conscience après la pandémie. Enfin, je veux dire, le numérique a envahi tous les secteurs de la vie et je pense que c'est vraiment le bon moment pour pousser à ce que l'éducation aux médias soit englobée dans l'ensemble des éducations au numérique qui va d'un côté de l'apprentissage du code jusqu'à la connaissance des usages, jusqu'au décryptage de l'image, jusqu'à la fabrication en Fab Lab. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment travailler un continuum là. Il me semble que ce que révèlent finalement les questions numériques, des questions organisationnelles, institutionnelles, politiques dans notre pays, c'est finalement les effets délétères ou les dérives de nos cultures administrativo-politiques en silo, de la fragmentation, voire de la balkanisation. Quand je dis balkanisation, je pense au rapport de pouvoir, au rapport de rivalité qui peuvent se jouer entre les institutions, entre les différents types d'acteurs, etc. Tout ça est vraiment délétère par rapport aux enjeux que nous avons et le regard que j'ai sur le dispositif des CMA concernant l'éducation aux médias rejoint cet appel à finalement l'intermédiation, la mise en articulation des différents acteurs, en mettant peut-être en avant une question qui est une question éminemment politique, qui est que finalement le numérique éducatif, en France en tout cas, il est en train de dériver comme, on va dire, la grande majorité des usages du numérique lorsqu'ils ne sont pas critiqués, lorsqu'ils ne sont pas réflexifs, lorsqu'il n'y a pas une analyse dessus, vers une consommation, une surconsommation d'images, de produits, de biens et services numériques, là où, on va dire, dans la création même de l'Internet, dans les imaginaires de ceux qui nous ont donné en fait ce grand réseau social, il y a la question finalement de la citoyenneté. Et donc moi, j'appelle vraiment à ce que dans les territoires, il y ait des instances citoyennes de décision, d'organisation, de pilotage de ces questions de numérique, particulièrement du numérique éducatif, mais en sachant que ça se décline aussi sur des questions du numérique responsable, sur les questions du développement économique, y compris à travers le numérique. Donc, la place du tiers secteur, la place de l'éducation populaire, la place des CMA, entre autres acteurs, est absolument centrale là-dedans. Parce que ces intermédiations, c'est l'intermédiation institutionnelle autour de la médiation numérique, globalement. C'est pas moi qui vais dire que la médiation numérique vient d'ailleurs que de l'éducation populaire. Le fil rouge, la manière de traiter cette médiation numérique de la manière la plus citoyenne possible, doit être articulée autour de l'éducation populaire. Et clairement, il y a beaucoup de dispositifs en territoire qu'on conteste, qui paraissent compliqués, etc., alors qu'ils sont absolument centraux et qu'il faut continuer à les développer. Théoriquement, en fait, on est à peu près au clair sur le fait que l'appropriation des technologies numériques passe par l'expérience, donc, pour reprendre Bourdieu, la construction d'un capital culturel. Moi, je n'hésite plus maintenant à parler de capital culturel numérique. Eh bien, il faut imaginer qu'il y a on va dire, une expérience, une tradition, des projets porteurs et d'autres qui sont tombés, des acteurs qui ont été présents et d'autres d'autres qui sont partis, etc. Bref, tous les territoires ont une histoire éducative et une histoire numérique. C'est sur cette histoire-là qu'on bâtit des dispositifs qui fonctionnent et pas, on va dire,
en extériorité. Donc l'idée, c'est proposons des dispositifs d'intermédiation, proposons des dispositifs de médiation, proposons des dispositifs citoyens, et arrêtons d'imaginer qu'ils vont tous avoir la même forme. Hein. On est plutôt sur quelque chose qui doit être très ancré dans les territoires, et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est ce qu'on a pu constater largement en sillonnant notre territoire breton.